Excellence, Monsieur Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Excellence, Monsieur Léon Kakou Adom, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration et des Ivoiriens de l'extérieur. Monsieur Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Monsieur Issa Koulibaly, ministre-gouverneur du district autonome des Savanes. Madame la ministre Aimée Zébéyou, Messieurs les représentants des présidents d'institutions, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire, Excellences, Monsieur l'ambassadeur Ibrahim Touré, ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, auteur de l'œuvre L'ombre et la proie, et Madame, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers amis de la presse et du livre, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Sans empiéter sur la page de mon cher frère Inza Bamba, le critique du jour, j'aimerais ne pas occulter la densité captivante des lignes de la préface écrite par le ministre d'État, ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara. Tant le décor qu'il a planté, comme une fiche signalétique, est édifiant. La peinture de ce récit à travers 10 couleurs, plutôt 10 horizons, pour indiquer les 10 chapitres, laisse en relief le ciel du parcours presque initiatique du jeune Lombeko, le personnage principal. Moulé dans les méandres d'une communauté musulmane aux valeurs ancestrales immuables d'une part, et d'une société aux réalités implacables d'autre part, Lombeko décide d'opérer le pont salvateur vers Bako, dans l'inconnu. Cette trame qui se focalise sur l'immigration clandestine de jeunes Ivoiriens en particulier et de jeunes Africains en général sert de prétexte à un éventail thématique saisissant. Né et éduqué dans une famille polygame et confronté très tôt aux aléas du marché de l'emploi, Lombeko, couvert des bénédictions de sa chère mère Sabali, décide d'affronter le désert et la Méditerranée pour le salut de tous et surtout de sa chère génitrice. Mission accomplie, certes, mais que de périls avec ses compagnons de voyage. Que d'amour maternel et filial, éloquent, entre Lombeko et sa mère. Que d'amour idyllique entre Lombeko et Cathy Mazon, héritière de classe et professeure d'université. Que de racisme en milieu universitaire londonien. Que d'affliction à travers sa vie dans un foyer polygame. Que d'affliction à sa séparation d'avec Cathy Mazon, sa compagne. Et que dire du décès de sa mère? Mais surtout, que d'enseignements vertueux en compagnie du Wambélé, le masque protecteur et inspirant Sénifo, avec le grand-père Bois Raïm et les leçons du caméléon selon le sage Ampateba, avec la confession du père de Lombeko sur le corps de son épouse. La solidarité, la détermination, la pertinence des projets gouvernementaux africains, tout y passe et nous interpelle. Et si la littérature qui vise à éduquer, à communiquer ses pensées, à influencer et même à séduire, concourt à la préservation
du patrimoine du pays. Lorsqu'elle en souligne les valeurs traditionnelles, la culture et la civilisation, alors nous pouvons dire, sans une once d'hésitation, qu'avec l'ombre et la proie de son excellence, ou plutôt de son auteur Ibrahim Touré, nous sommes bel et bien en pleine et vraie littérature. En ce qui nous concerne, nous, Masaya Édition, nous ferons en sorte que ce précieux ouvrage soit disponible sur toute l'étendue du territoire et même au-delà. Je vous remercie pour votre aimable attention. Tara, ministre d'État, ministre de la Défense, Excellence, M. Léon Kakou Adom, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Bouaké Fofana, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, M. Issa Koulibaly, ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, Madame la ministre Aimé Zébéyou, chère sœur, Messieurs les représentants des présidents d'institutions, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Russie en Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Madame Isabelle Fofana, mon éditrice, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Son Excellence M. Téné Birahima Ouattara, et à Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Son Excellence M. Léon Kakou Adom, pour l'honneur qu'ils me font en plaçant cette cérémonie de dédicace, respectivement sous leur haut patronage et leur parrainage. Ce geste, au-delà de la marque d'estime, est un hommage à la culture, à l'intellect et à l'engagement au service de la nation. Je tiens à adresser des remerciements tout particuliers et sincères à M. le ministre d'État, ministre de la Défense, dont le soutien constant à ce projet littéraire a été essentiel. Son acceptation généreuse de préfacer L'ombre et la proie n'est pas un simple geste de courtoisie. C'est une marque de soutien à un jeune frère, comme il le fait pour de nombreux jeunes, avec la grande discrétion qu'on lui connaît. C'est également une expression de confiance et d'engagement en faveur de la culture. Par ces mots d'une grande profondeur, il a su donner à ce roman une densité nouvelle. À lui, je voudrais exprimer ma reconnaissance la plus profonde et la plus respectueuse. Je voudrais également adresser un hommage appuyé à M. le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le maître, celui dont le regard, l'exigence, la transmission et le style managérial ont profondément façonné le diplomate, l'ambassadeur et le chef de mission que je suis devenu. C'est dans son moule que j'ai été formé à l'art subtil de la diplomatie, à la rigueur, à la retenue et à l'esprit de responsabilité. Je lui dois tant. Recevez, Monsieur le ministre, l'expression de ma reconnaissance la plus vive. La reconnaissance étant un devoir sacré, je tiens à saluer avec une émotion profonde la présence de mon ancien professeur de français de la classe de 5e. Je voudrais à cet égard vous demander d'ovationner M. Koné Mamadou, ici présent dans la salle. Mon professeur en classe de 5e, qui a su éveiller en moi l'amour de la langue, le goût du récit, la précision de l'écriture. Permettez-moi également de rendre un hommage appuyé à M. Juste Akeloba, mon premier professeur de philosophie, à qui je dois l'audace
de penser, de questionner, d'interroger le réel. Merci à vous, chers maîtres, pour la part de lumière que vous avez mise sur mon chemin. Permettez-moi également de rendre un hommage mérité, et j'insiste dessus, mérité, aux ambassadeurs et diplomates chevronnés du ministère des Affaires étrangères en activité ou à la retraite après de longs et loyaux services, de bons et loyaux services rendus à la nation. J'y joins un hommage ému à tous ceux qui nous ont quittés, en particulier l'ambassadeur Claude Bois-Camon, avec lequel j'ai entretenu des relations quasi filiales. Excellence, votre bienveillance et votre riche expérience ont nourri ma formation et inspiré ma trajectoire. Votre rigueur professionnelle, votre hauteur de vue et votre sens élevé de l'État irriguent encore ma carrière. Que Dieu vous bénisse. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Monsieur le ministre de l'Hydraulique, honorables invités, permettez-moi à présent d'ouvrir une page plus intime, plus personnelle. Je voudrais, du fond du cœur, rendre un hommage à mes géniteurs, Elhadj Bazmana Touré et Adja Fatoumata Touré, mes premières inspirations de tolérance et de sagesse. Mon père, discret et fort, qui a incarné pour moi la droiture. Ma mère, tout récemment partie rejoindre les siens dans l'au-delà, dont la tendresse, la dignité et la foi ont illuminé toute ma vie. À eux deux, je dois tout. Je n'aurai jamais des mots assez forts et profonds pour exprimer ma gratitude de les avoir eus comme géniteurs. Que ce roman et cette cérémonie leur soient dédiés. J'y joins le calife Mohamed Lamine Sy Savané, le calife général de la confrérie des Tidjanes, qui m'a enseigné depuis presque 3 décennies maintenant la foi, la patience et la persévérance, valeurs qui parfument mon roman. Je souhaite aussi remercier de manière particulière Madame Isabelle Fofana, mon éditrice, pour sa patience, sa confiance et sa rigueur professionnelle. Elle a su croire en ce projet dès ses premiers balbutiements, lui donner un cadre, une forme et un souffle éditorial. Merci, chère Isabelle, pour avoir donné à ce texte l'écrin qu'il mérite. Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance à mon épouse, Salimata Touré, ici présente, au grand frère, à M. Venance Kona, que j'appelle affectueusement mon grand frère, et à mon ami, mon frère des collèges et des lycées, M. Enza Bamba, deux plumes majeures de la littérature ivoirienne et africaine, dont les encouragements et les regards exigeants m'ont porté tout au long de ce projet. Par leurs conseils avisés, leur lecture critique et leur fraternité intellectuelle, ils m'ont aidé à affiner ma voix et à affirmer mon style. Merci pour votre soutien et votre générosité. L'ombre et la proie est l'aboutissement d'un rêve né sur les bancs du collège. Nourri par l'imaginaire, les lectures, les rencontres et les épreuves, ce roman, bien que fictionnel, est traversé par des fragments de vie, des silences porteurs de sens, des conflits intérieurs, des choix décisifs. Il interroge la frontière mouvante entre le devoir et le désir, entre l'ombre et la lumière, entre ce que nous cachons et ce que nous montrons. Ce livre ne marque pas une fin, mais une ouverture, celle d'un dialogue, d'une quête de compréhension de notre monde, de notre humanité partagée. Si, et je dis bien si un seul lecteur, quelque part, y trouve matière à réflexion, émotion ou consolation, alors j'aurai atteint mon objectif. Je voudrais clore mon propos en vous remerciant tous et toutes
pour votre présence, pour votre bienveillance et l'intérêt que vous portez à cette aventure littéraire. Que cette cérémonie soit le reflet de ce que nous pouvons construire ensemble. Un pont entre les disciplines, entre les générations, entre la mémoire et l'avenir. Et l'avenir, c'est ces jeunes élèves du Collège Notre-Dame qui nous ont fait l'honneur d'être présents parmi nous ici et que je voudrais que vous ovationniez. Je vous remercie infiniment. Dieu vous bénisse. Merci. Balader les yeux et les yeux vont découvrir ce qu'il y a à découvrir. Comme vient de dire Madame Kassi Fofana, en la circonstance, on a fait sortir le grand masque pour l'illustre écrivain en devenir et nous lui souhaitons bon vent. Il faut savoir que Maître Esso, que nous l'appelons tous, s'inscrit dans la démarche de Négro-Caraïbes. C'est l'une des valeurs sûres. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Cher ami Bouaké Fofana, chers collègues, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Monsieur Issa Koulibaly, ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, j'espère qu'il est arrivé. Il était en route, nous a-t-on dit. Madame la ministre Aimée Zebeyou, chère sœur, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Russie, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Tunisie que j'ai aperçu tout à l'heure, il était avec nous, je ne le vois plus. Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, chers invités de notre jeune frère Ibrahima Touré. Je ne vais pas faire la concurrence à mes préopinants. Je ne vais pas monter sur... je ne vais pas aller au mont des Parnasses. Ils ont été tellement éloquents que je me fourvoyais si je voudrais suivre leur exemple. Cependant, puisqu'il me choisit de dire quelques mots, Madame Isabelle Fofana, je vais quand même prendre la parole avec audace, mais avec humilité également. C'est avec une grande joie, mêlée de fierté et d'admiration que je prends la parole en cette occasion solennelle qui nous réunit ce matin. Pour rendre hommage à l'un de nôtres, à un jeune frère, un diplomate accompli et désormais un homme de plume. Je l'ai eu comme adjoint à New York. Nous avons passé 4 bonnes années ensemble. Il m'a accompagné lorsque nous avons assumé le rôle de membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il était mon conseiller politique. Et c'est à cette occasion que je l'ai apprécié. Et lorsque le chef d'État, le président Alassane Ouattara, nous a fait l'immense honneur de nous visiter et d'ouvrir notre présidence du Conseil de sécurité, j'ai pris plaisir, mais avec juste raison pour parler de mon jeune collègue, notre chef d'État, qui depuis lors, lorsqu'il me reçoit, me pose la question de savoir comment vont mes collaborateurs, et en particulier Ibrahim Touré qui l'avait marqué. Ibrahim a été un collègue sérieux. Et je donne à ce terme sérieux toute la connotation que vous voudrez. Un garçon sérieux, travailleur, un diplomate, j'allais dire, accompli. J'avais décelé à lui, certes, un avenir réduit en tant que diplomate, mais je ne savais pas que derrière le diplomate se cachait également un écrivain à la plume aussi alerte et aussi étincelante. Merci de t'être révélé égal encore à moi de cette façon, Touré. Mais avant de poursuivre mon propos, je voudrais
saluer la présence distinguée de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, au patron de cette cérémonie. Votre présence, Monsieur le ministre d'État, est l'expression d'un pont entre deux piliers de notre souveraineté, la diplomatie et la défense. Tant jadis, les monarchies, trois piliers importants constituaient la souveraineté des États. Les affaires étrangères, la défense et la justice. Trois piliers. Le vrai ministère de souveraineté, c'était les trois. Et n'importe qui ne pouvait pas être diplomate, n'importe qui ne pouvait pas être chef des armées, n'importe qui ne pouvait pas être ministre de la Justice. C'était les enfants qu'on envoyait comme légats dans les pays amis ou les pays qui en menaçaient d'autres. Et parfois, les accents belliqueux du départ se terminaient en histoire d'amour, puisque des princesses se mariaient à des princes des pays qui auparavant menaçaient les pays de provenance. Il en est ainsi des rois de Macédoine, des rois de Grèce, des familles de ces grands pays. Et c'était donc des personnes de votre chair, de la chair des monarques qu'on envoyait comme diplomates. C'était également le second fils du roi qui apprenait l'art de l'équitation parce que cela se confondait un peu à l'art de la guerre, qui montait donc sur les chevaux pour aller faire la guerre à la tête des armées. Le terme monter sur ces grands chevaux parle un peu de cette image médiévale. Aujourd'hui, je voudrais témoigner ma reconnaissance infinie à travers cette occasion, cette opportunité que tu m'offres au président Alassane Ouattara qui m'a choisi, d'abord m'a adopté comme membre de sa famille et qui, parce que membre de la famille, m'a envoyé le servir aux Nations Unies et aujourd'hui à la tête de notre diplomatie. Je voudrais prier le ministre d'État, votre frère, de traduire au président Alassane Ouattara toute l'étendue de ma reconnaissance infinie. Vous nous rappelez, Monsieur le ministre de la Défense, et votre présence conforte cette souveraineté qui se présente sous cette trilogie. Et je vous sais gré parce que chaque fois qu'il s'agit des affaires étrangères, vous n'avez pas monnayé votre temps ni votre intelligence pour nous venir en aide. Je me rappelle lorsque j'ai pris fonction en tant que jeune ministre, mais à un âge certainement avancé, vous m'aviez donné des conseils. Et j'essaie aujourd'hui de les appliquer au mieux de mes capacités. Je voudrais pour cela également vous dire merci. Je disais que dans d'autres fonctions, j'ai eu pour proche collaborateur l'ambassadeur Touré. J'en ai conservé le souvenir d'un travailleur passionné qui ne ménageait aucun effort pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Au Conseil de sécurité, nous travaillons parfois jusqu'à 2 h du matin, 3 h du matin pour revenir pour les votes des résolutions qu'il fallait écrire ou modifier durant les 2 heures qui nous étaient imparties pour le vote. Et Touré était à la tâche. Moi, je me suis souvent perdu dans les fauteuils des pièces adjacentes pour oser somnoler un tout petit peu, mais Touré est resté à la tâche et venait me dire « Excellence, nous sommes prêts, relisez le document. Si ça vous parle, nous l'avons donné au secrétariat du Conseil de sécurité. » J'en garde un souvenir ému. Et je me suis dit, celui-là, il a la graine, il est de la bonne graine. Il
va arriver loin. Pourtant, il semble que j'étais loin de connaître, je le redis tout à l'heure, tous les ressorts de sa personnalité. Avec l'apparition de ce roman, je découvre une nouvelle corde à son arc. En effet, l'ouvrage de l'ambassadeur Touré, dont j'ai eu l'occasion de parcourir les quelques bonnes feuilles, témoigne d'une réflexion lucide et enrichissante sur les défis de l'immigration clandestine et d'autres enjeux du temps moderne. C'est un livre que nous devions offrir à chaque apprenti migrant, à chaque Ivoirien, jeune Ivoirien qui souhaite aller dans l'aventure de l'immigration. Il porte à la fois la finesse et la force d'une opinion dans un monde trop souvent soumis au dérèglement ambiant. Ce livre vient enrichir notre patrimoine intellectuel national. En tout cas, je le souhaite, tant il est beau et bien écrit. Il s'inscrit dans la dynamique que nous encourageons dans notre département ministériel, celle d'une diplomatie ouverte, instruite et consciente de son rôle de construction d'un pays fort et respecté sur la scène internationale, conformément à la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, premier diplomate de Côte d'Ivoire. Souhaitant donc ardemment que l'exemple de l'ambassadeur Touré fasse des émules, j'invite mes collègues, mes jeunes collègues, qui ont appris à connaître le monde, à partager de façon durable leurs expériences pour aujourd'hui, mais également pour demain. Enfin, je voudrais souhaiter que ce livre trouve toute sa place dans nos bibliothèques, qu'il soit lu. Et en cela, je vais faire un clin d'œil aux jeunes élèves qui sont avec nous ce matin, qu'il soit lu, étudié et surtout médité. Je renouvelle mes félicitations à notre néo-écrivain et souhaite plein succès à cette belle œuvre. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous allons raccompagner, s'il vous plaît. Merci à vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Monsieur le ministre de l'assainissement et de l'hydrologie, Monsieur le ministre gouverneur du district de Savane, Madame la ministre Aimée Zébéyou, Madame la directrice des éditions Massaya, Monsieur l'ambassadeur Ibrahima Touré, chers jeunes frères, Messieurs les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs du siège, Mesdames et Messieurs, tous en vos grades qualités, chers invités, je dois dire que j'évolue ce matin dans deux mondes qui me sont complètement étrangers. D'une part, la diplomatie et d'autre part, la littérature. Mais je dois vous dire que je suis honoré et fier d'être associé à cette cérémonie de dédicace du premier roman de mon jeune frère, l'ambassadeur Ibrahim Touré. Tout d'abord, je voudrais l'en remercier, ainsi que son éditeur, car j'ai également eu l'honneur de préfacer cet ouvrage. Vous savez, la rédaction de la préface d'un livre est une tâche généralement dévolue à une personnalité reconnue du monde littéraire. Ce n'est pas mon cas.
Je n'en suis pas, mais c'est avec beaucoup de plaisir que je me suis soumis à cet exercice et j'espère être à la hauteur des attentes des futurs lecteurs. Ensuite, je voudrais saluer toutes ces éminentes personnalités, tous les amoureux des œuvres littéraires, tous ceux qui ont bien voulu effectuer le déplacement de ce jour. Merci pour votre soutien. Et à l'écrivain qui a l'honneur aujourd'hui, votre présence donne un cachet particulier à cette cérémonie. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, je voudrais encore féliciter l'ambassadeur Touré Ibrahima pour cette œuvre littéraire de très belle facture. La thématique de cet ouvrage, relative à la condition de nos jeunes, nous paraît pertinente, car d'actualité, malheureusement. J'ai été sensible aux différentes interrogations de fond que l'auteur se pose sur le désarroi de nos cadets, je dirais de nos fils, notamment sur le niveau inquiétant de déconsidération de soi, au point de s'abandonner dans la plus improbable des aventures. Je veux parler de l'immigration clandestine, la cybercriminalité et j'en passe. Ce sont là des problématiques qui nous interpellent tous. En tant qu'acteurs majeurs de notre société, nous ne pouvons pas rester indifférents ou impuissants face à ces fléaux. Ce livre se veut être une immersion dans le monde du pessimisme et de la résignation. Il offre au lecteur des opportunités de vie et d'énergie à travers l'aventure du jeune Lombeko, personnage principal du roman et figure type d'une jeunesse africaine en quête de solutions à ses attentes quotidiennes. Ce roman mérite notre intérêt et notre attention car il est agréable à lire et facile à comprendre. Ceci est important. Je suis persuadé qu'il recevra un bel accueil dans le milieu littéraire. Excellences, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, je voudrais encore une fois de plus féliciter l'écrivain pour avoir réussi ce pari, et ce, malgré des contraintes liées à sa fonction. Le ministre Adam le disait tout à l'heure, être diplomate et écrivain, ce n'est pas toujours facile, mais mon jeune frère Touré l'a réussi, je voudrais la féliciter. Je souhaite une belle carrière littéraire et nous serons heureux d'apprendre très bientôt que mon jeune frère est en train d'écrire un deuxième roman. Pourquoi pas? En tout cas, je vous remercie de votre présence. Merci à tous et bonne journée. Protocole respecté. Je vous remercie de vos précieuses présences à ce rendez-vous qui célèbre la littérature. Votre présence ici et non ailleurs, en ce jour, en milieu de journée, est la reconnaissance de la qualité de l'auteur. Bravo, Excellence Ibrahim Touré. Vous entrez dès aujourd'hui dans le panthéon des immortels, puisque les écrits demeurent. Bravo également à Masaya Éditions, menée de main de maîtresse par le duo de charme Isabelle Kassi Fofana et Asta Sidibé. Chers invités, amis de l'écrivain à l'honneur,
Je voudrais vous féliciter pour l'excellence de votre choix. En effet, vous avez choisi d'achever la semaine ou de débuter le week-end avec un livre à la main. Et je suis certaine que tous et toutes ici voudraient savoir qui est l'ombre et qui est la proie. Je le sais, mais je ne vous dirai pas. À chacun son livre donc, pour découvrir au fil des pages la plume de qualité qu'est notre auteur, son Excellence l'ambassadeur Ibrahim Touré. D'ici, je vous regarde et j'ai la certitude que vous passez un excellent moment. Je souhaite que cela continue et que cette dédicace soit plaisante. Je vous remercie. Je ne suis pas venue... Vous vous demandez pourquoi je suis encore là alors que mon discours est fini. Je ne suis pas venue les mains vides à cette dédicace. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, même quand vous avez parlé, vous ne nous avez pas cités. Alors que vous entrez dans notre famille, vous ne nous avez pas cités. Je vais faire le palabre en même temps. Vous entrez dans une famille et vous ne savez même pas comment ça se passe. Donc pour ça, on va voir après pour la taxe. Au nom du bureau exécutif de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, nous vous faisons membre d'honneur. Et nous sommes venus avec votre carte, format grand. Vous prendrez la petite carte après. Pour ses écrits, sa contribution et son engagement en vue de la promotion de la littérature. Alors, pour les écrits, il en est à son premier, ça veut dire qu'il faudra en faire plusieurs. L'occasion faisant le larron, je profite de ma présence ici pour appeler également son Excellence Inza Bamba, et je vous présente toutes mes excuses, mais je voulais prendre à témoin toutes les personnes ici pour vous exprimer la reconnaissance de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Il ne veut pas qu'on en parle, mais c'est lui qui nous tient, c'est lui qui nous aide. Merci, Excellence. Excellence, Monsieur Inza Bamba, écrivain et également diplomate. Je reçois donc un diplôme de remerciement et de félicitations pour son engagement en faveur de la littérature. L'exercice auquel je m'en vais me soumettre rencontre deux difficultés, j'ai envie de dire consubstantielles. La première, c'est que ceux qui m'ont précédé à ce pupitre ont tellement bien posé le décor que le risque est grand pour moi de tomber dans des redites. Et la deuxième difficulté est liée au fait que notre maître de cérémonie a parlé de critique. En réalité,
depuis la deuxième moitié du XXe siècle, la critique littéraire est le dernier né des gens littéraires. C'est donc une pratique qui a ses codes et qui a son personnel. Je ne ferai pas l'injure, je ne commettrai pas le crime de lèse-majesté de m'aventurer dans une lecture pointue de cette œuvre, alors que nous avons ici des universitaires qui sont plus outillés, plus aiguillonnés pour ce faire. Avec votre bienveillance, indulgence, donc, je m'autoriserai tout juste un compte rendu de lecture, parce que le temps de la critique viendra. Et les personnes indiquées pour ce faire pourront, le moment venu, mieux poser un regard pour donner un sens plus probant du roman de l'ambassadeur Touré. Cette précaution dont je m'entoure ne signifie pas, vous vous en doutez, que l'œuvre, le roman, L'ombre et la proie ne mériterait pas une attention plus conséquente. S'il n'avait pas présenté ce roman les qualités incontestables que vous découvrirez en le parcourant et dont une idée vous a été donnée à travers les différentes interventions, je ne m'eus pas prêté au jeu de sa présentation au risque de ruiner une réputation déjà si fragile. Je vais m'y essayer donc et je voudrais vous prier de bien vouloir tolérer les faiblesses que vous y découvrirez. Un livre, une œuvre, un test littéraire. Cette gradation marque le projet de l'écrivain qui passe de la matérialité plate des pages à un projet artistique. Si le livre, un livre, représente une moisson de mots qu'un éditeur unit dans une réalité physique, le texte littéraire est lui tout porté vers la création d'une pulsion, d'une pulsation, d'une émotion qui surgit dans la gésine de la création. Or, il est écrit dès la première de couverture de ce livre, l'indication roman. Par cela même, l'éditeur nous avertit qu'il s'agit d'une œuvre littéraire. Le fait-il par complaisance? Se compromet-il en affublant ce texte d'une qualité qu'il n'a pas? La question est utile parce que de nos jours, bien des forfaits littéraires s'octroient cette qualité usurpée. Qu'en est-il du cas qui nous concerne? Pour répondre à cette question, nous allons nous servir des instruments traditionnels de décryptage des textes que sont la forme et le fond. La forme donc. Le roman de Ibrahim Touré est le théâtre d'une double rencontre du point de vue du style s'entend. Il y a pour le lecteur, pour ceux qui connaissent l'auteur, qui ont un aperçu biographique de lui, il y a cette appréhension que ce faisant romancier, le diplomate se laisse corrompre par l'identité particulière des textes dont il est coutumier. Il produirait alors un texte qui viendrait bercer l'échine au cimetière des lettres. Pour en juger, visitons notre roman à l'aune de quelques indicateurs. Un premier indicateur, c'est l'aventure du mot. Nous devons cette expression, qui est en même temps un outil de travail, à des spécialistes de la lecture stylistique des textes, dont l'une des figures emblématiques dans l'univers universitaire ivoirien aura été le professeur Zadi Zaourou. Devant ses étudiants en licence de lettres modernes, le professeur Zadi Zaourou s'évertuait à disséquer, à analyser l'ADN de la langue littéraire
c'est-à-dire ce déterminant identitaire qui détermine l'essence esthétique particulière des tests. C'est dire que l'écrivain recherche d'abord un effet plutôt que de véhiculer un message. Le message étant la cerise sur le gâteau et jamais le commencement. La posture de l'écrivain, en dépit des contestations et des protestations qui sont légion, notamment dans l'univers africain, la posture de l'écrivain donc n'est pas seulement de dire, mais de dire bien, de bien dire. Il parvient, l'écrivain, à ce niveau de beauté et de pureté qui l'élève au panthéon des artistes. Chez l'écrivain Touré, pour ne pas être très théorique, cette disposition, j'ai envie de dire cette prédisposition, existe bel et bien. Elle prend la forme d'un travail, d'une torture donc, si nous nous en référons au sens étymologique du mot travail. Torture des mots poussés à livrer leur dimension imprévue, imprévisible, dans les ballades joyeuses ou tristes où ils se transcendent, niant leur nature première, ce que l'on appelle leur dénotation telle que consignée dans le dictionnaire, pour revêtir les habits neufs de la connotation et de sens contextualisé. Il s'agit, sous la plume de notre néo-romancier, de rencontres hasardeuses à travers les nouvelles aventures qui amènent les mots dans le second état où ils se trouvent sur la plume de l'écrivain. Pour cet écrivain, il s'agit d'un travail d'orfèvre, de cisellement pour polir la forme et en faire jaillir le produit de forge au bout d'un long travail à l'épreuve du feu de l'inspiration. Je disais qu'il ne fallait pas être très théorique. Prenons quelques exemples qui montrent comment l'auteur construit justement son rapport aux mots. Chez le romancier Touré, le projet esthétique, artistique, confère à son écriture une qualité littéraire incontestable, comme on peut le voir dans les exemples suivants. À la page 25, par exemple, il écrit « Depuis son enfance, c'est toujours la même ruelle scabreuse avec les mêmes stigmates d'eau de ruissellement et les mêmes ateliers de couture avec leur cuvée de clientes volubiles. » Vous voyez là la répétition du même morphème « même » qui traduit une sorte d'emphase, cette emphase qui permet donc de marteler une idée, en l'occurrence ici le délabrement de la rue décrite. Mais il y a chez notre romancier une identité au niveau de son style, c'est la métaphore. Cela est très important et je parle sous le contrôle de notre sœur, de docteur Lobé, et de nos grands professeurs qui sont dans cette salle. La métaphore est une technique d'écriture particulièrement importante parce que c'est la figure principale de l'écriture poétique. La métaphore est donc à l'écriture ce que la démocratie est dans le monde contemporain au système politique. Et la métaphore est l'une des clés, l'une des marques, l'une des identités de l'écriture de Ibrahim Touré. Vous allez voir dans ce texte que cette écriture, par le détour de la métaphore, surabonde. Je voudrais, sans vous ennuyer, en citer quelques exemples que j'ai repérés. Par exemple, à la page 154, il est écrit « Tandis que le moteur vrombrissait, chacun s'accrochait comme il pouvait, les uns aux cordes du canoë, les autres aux voisins pour ne pas se laisser happer par les vagues. Mais il y avait une mécanique plus forte pour les maintenir en vie, c'était la corde de l'espoir à laquelle tous s'accrochaient farouchement depuis le départ de leur terre natale. Tout chromatique, c'est-à-dire l'organisation des couleurs.
la répartition des couleurs renforce un tel pressentiment. Pour évoquer en effet la lutte destinale entre le bien et le mal, entre l'espérance et la résignation, entre la vie et la mort, le noir et le blanc se côtoient ici et s'interpénètrent tout en conservant chacun une certaine singularité. Un deuxième point, c'est promeneur d'émotions. Nous avons un ami qui est très connu dans le monde littéraire en Côte d'Ivoire, un Mauritanien qui s'appelle Bios Diallo, universitaire, écrivain et promoteur littéraire, qui a longtemps collaboré à Jeune Afrique et à la Revue des Deux Mondes. Bios Diallo donc disait que une voix autorisée, il disait qu'il n'y a de roman s'il n'est d'abord un foyer irradiant des émotions. Il ne croyait pas si bien dire, tant l'ombre et la proie émeut en effet, déstabilise et torture le lecteur qui n'a plus aucune certitude, tant les faits s'enchaînent à un rythme déroutant, en se dépassant et en se niant. Il n'y a pas de suite rationnelle ou logique, sorte de zone de confort. Tout est recréé avec une formidable capacité à construire des effets dramatiques et des coups de théâtre. Notre auteur est un spécialiste en cette matière, celle de déconstruire les schémas narratifs convenus au point de tenir le lecteur en haleine grâce à l'instabilité et à l'incertitude des péripéties. Dans ce roman, les perturbations sont légion, les faits de rupture érigés en technique narrative. L'effet sur le lecteur, c'est qu'il passe par les sentiments les plus contradictoires au quart de temps. L'euphorie laisse la place à la déroute sans crier gare, qui elle-même annonce une perspective plus édénique, et le cycle recommence et se poursuit. Par exemple, nous sommes ballottés par les circonstances, les récits s'enchâssant dans les récits. Dans ce roman, vous allez voir qu'il n'y a pas une seule histoire. Il y a une trame principale, mais plusieurs petits récits, le récit principal étant la mer vers laquelle donc coulent les autres récits, ce que les spécialistes appellent les méta-récits, les mises en abîme. Puis nous arrivons, par exemple, au bout donc de cette séquence agitée pour le lecteur, nous arrivons à la disparition de Sabali, la mère de Lombeko, le personnage principal. Disparition qui semble marquer la fin du tunnel. Le lecteur, en ce moment-là, espère une sorte de happy end, puisque la jeune fille dont la figure a baissé la première partie du roman revient Natou, qu'il avait perdu quand ils accèdent à l'Europe. Mais ce happy end sera contrarié tout de suite parce qu'il n'y a rien de certain, il y a une déconstruction de l'histoire, etc. L'émotion que nous évoquons dans ce roman a pour nom la douleur morale, le déchirement psychologique. Mais il y a aussi la frustration, comme quand on voit comment l'auteur présente la mère du personnage principal à la page 44. Il dit d'elle, pourtant elle paraissait plus affectée par la situation, marquée plus que de raison du fait des souffrances infligées à son âme par l'ostracisme et le délaissement d'un mari qui ne lui accordait plus la moindre attention. Un soir, le fils surprit sa mère affligée dans la pénombre de sa chambre défraîchie par l'humidité. Une chambre sans âme qui avait perdu le souvenir de la dernière visite nocturne du maître des lieux pour sacrifier au devoir conjugal. Mais cette émotion a aussi pour nom l'indignation, comme à la page 159. À la page 159, donc, dans le lointain, Lombeko aperçut les corps qui flottaient. Il s'agissait de leurs compères tombés au moment de quitter le canoë. Les pauvres ne sachant pas nager et qui ne purent se procurer un gilet dans la cohue. Il observa un moment de recueillement en leur mémoire. Dit qu'il pourrait en être si une bonne fortune
ne l'en avait pas préservé. Il s'agit aussi du dégoût et de la honte, comme pendant l'une des périodes les plus critiques et certainement les plus touchantes de ce roman, le viol de la jeune fille Natou par ceux qui vont s'avérer être leurs tortionnaires pendant le voyage vers l'Europe. Il y a aussi la frayeur et le pathétique. Un autre point qui caractérise l'écriture romanesque de notre auteur, c'est l'histoire d'un récit. Rappelons-nous, pour être sur la même longueur d'onde, la définition usuelle du roman. On dit que c'est un récit narratif écrit en prose et qui raconte une histoire généralement imaginaire reposant sur une intrigue, donc sur une histoire. Le roman est ainsi le récit d'une histoire, tout naturellement. Pourtant, il doit pouvoir échapper à ce cloisonnement pour devenir, au lieu que le récit d'une histoire, le roman doit devenir aussi l'histoire d'un récit. En d'autres termes, on se posera la question de comment l'auteur structure son récit pour ne pas créer l'effet de linéarité qui rend toute lecture fade. Le récit de Touré Ibrahim révèle au moins deux caractéristiques principales. La première, c'est l'anachronisme avec des perspectives flouées. On ne part pas d'un point A à un point B. Le roman procède par une succession de ruptures temporelles et spatiales. La fin s'invite au début, faisant de la suite du texte une conséquence de ce qui devait être la conséquence. Il s'agit par exemple du premier chapitre intitulé « Retour aux sources », de la page 15 à la page 38, un chapitre bien mystérieux qui laisse le lecteur pantois quant à sa place dans la chronologie générale des faits. Un deuxième aspect, c'est la réécriture du réel, comme l'on peut le constater à travers l'onomastique, c'est-à-dire l'étude des noms propres dans ce roman. Ces noms propres renvoient à des réalités bien connues, mais leur dénomination est faite par détour, soit par analogie, soit par symbolisme. Bekekro, n'est-ce pas la ville de Boaké, capitale de la région du Béké? Manle, n'est-ce pas Man, le désignant le village ou la ville en langue Dan? Zarmala, ce serait le Niger dont un peuple originaire, les Amarama, sillonne les contrées ivoiriennes vendant des victuailles en toutes sortes. Ifriki, n'est-ce pas l'Afrique? Shakespeare, l'Angleterre. C'est dire combien le roman n'est pas une réalité hors sol qui parvient aux humains ex nihilo. Il s'enracine toujours dans du vécu, celui de l'auteur en l'occurrence. Mais attention, l'auteur ne peut pas se prévaloir de cela pour prétendre à une narration utilitaire ou photographiée de la réalité. Le journaliste le fait mieux et plus efficacement puisque cela participe même de sa vocation. Prenons deux exemples pour nous accorder sur le choix de l'auteur. Nous connaissons tous l'écrivain Émile Zola, rendu en plus de sa production littéraire célèbre pour le pamphlet Le Brûlot qu'il a écrit pour défendre un homme injustement emprisonné en France. Émile Zola avait décidé comme projet littéraire de rendre compte sous le Second Empire de la réalité quotidienne des peuples, des masses laborieuses. Il se promenait sur le terrain avec un carnet et puis un crayon pour être le plus réaliste, le plus proche possible de la réalité. Or, dans ses œuvres, il n'a pas retranscrit de façon fade, de façon mécanique cette réalité. Il a fait aussi un travail d'écriture, de création, un travail littéraire. Il en est de même, plus près de nous, pour notre compatriote Amadou Kourouma, dont les œuvres, notamment la plus célèbre, Le Soleil des Indépendances, rendaient compte de la situation de l'Afrique à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Pourtant, Amadou Kourouma n'a pu bâtir sa notoriété
que sur le traitement qu'il fait de cette réalité avec ce fameux don d'intégrer à la langue française le foisonnement d'images de sa langue maternelle. Le romancier Touré réussit la même prouesse. Il part de notre vécu collectif, ce patrimoine historique que nous avons en commun. Mais il y met une touche particulière, comme nous pouvons le voir à travers l'éclatement des espaces, avec la reconstruction de plusieurs récits, comme je le disais plus haut. Un tel choix mérite d'être relevé parce que la gestion de l'espace est au cœur des lectures esthétiques du roman africain. Les grilles en la matière, depuis le XXe siècle, valorisent plutôt des récits qui sortent des stéréotypes de ce que l'on a appelé le roman camerounais, en référence à Ferdinand Yono et Mongo Betty, avec l'espace binaire partagé entre les pôles antagonistes, quartier colonial, quartier européen, ville et village. Dans le cadre du nouveau souffle que le roman connaîtra plus tard avec des auteurs tels que Kourouma, Alioum Fantouré, Soni Laboutansi et j'en passe, l'espace va évoluer, se prolongeant au gré du déploiement du schéma narratif. Ce redéploiement relève des critères esthétiques du nouveau roman africain, comme nous pouvons le voir dans le célèbre roman Prix Goncourt de 2021 de Mohamed Mbouga Sarr, La plus secrète mémoire des hommes. Regardez vous-même. L'histoire dans L'ombre et la proie commence à Abidjan, capitale de Samadougou, continue à Douala, se déploie dans les péripéties du désert, se prolonge à Chespiri avant de livrer son épilogue à Abidjan, créant ainsi un effet de bulle circulaire. On va évoquer maintenant rapidement le fond. Après nous avoir renseigné, notre romancier nous enseigne. Il parvient à le faire en passant en revue quelques termes principaux, dont l'angoisse existentielle. L'immigration clandestine, trame de fond du roman, semble être un prétexte pour interroger la vie. Il y a aussi l'immuable tragédie de l'homme moderne. Entre satisfaction du cœur, conflit par exemple entre Cathy, la jeune dame qu'il rencontre en Europe, et son père, les insatisfactions liées au dessin matériel, comme le commerce des migrants, et surtout notre prise à une modernité qui nous nie, qui nous avilit. Adresser et renouveler mes sincères remerciements à M. le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, à M. le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, et à M. le ministre Bouaké Fofana, ministre de l'assainissement, qui, il faut le souligner, était ma première. J'en ai été honoré. Et au moment où cette cérémonie prend fin, je ne peux que leur exprimer ma profonde gratitude pour le soutien qu'ils m'ont apporté et qui m'oblige à faire un pas supplémentaire vers la production d'une deuxième œuvre. En tout cas, merci pour leur soutien qui, à travers ma personne, est également un soutien à toute la jeunesse.